Votre sélection débutera après cette publicité. Ce qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. 3, 2, 1. L'heure du monde. Ce soir, un crime haineux contre une famille musulmane. We believe the victims were targeted because of their Islamic faith. Des accusations de meurtre et tentatives de meurtre sont portées contre un automobiliste ayant heurté un groupe de piétons, faisant 4 morts et 1 blessé hier à London, en Ontario. Une libération prochaine est-elle possible pour Michael Spavor et Michael Kovrig? He continues to hope that there will be light at the end of the tunnel. Les familles des 2 Canadiens détenus en Chine gardent espoir. Ottawa poursuit ses démarches en coulisses avec une visite récente aux États-Unis de l'ambassadeur du Canada à Pékin. Si on vise une solution à court terme, ça doit venir nécessairement de Washington. Mais Justin Trudeau se garde de prévoir un déblocage à court terme. Right now, the situation seems very, very locked in. Et disparition des zones rouges et 4 régions en zone verte, le déconfinement progresse au Québec. C'est la vie, fait que c'est plaisant de voir ça, de revenir à cette routine, cette belle vie-là qu'on avait avant. Finalement, on va être récompensé pour les efforts qu'on a faits et en espérant que ça va rester vert. Mais les assouplissements supplémentaires devront encore attendre au Nouveau-Brunswick, faute d'avoir atteint les objectifs de vaccination. Bon début de soirée de la part de toute l'équipe. Ici Jean-Sébastien Bernatchez. Au caractère déjà tragique de cette collision entre un véhicule automobile et un groupe de piétons, tous membres d'une même famille, qui a fait 4 morts et 1 blessé hier à London, dans le sud-ouest de l'Ontario, s'ajoute aujourd'hui la douleur et l'horreur de penser qu'il ne s'agissait présumément pas d'un accident, mais plutôt d'un geste délibéré de la part du conducteur, un jeune homme de 20 ans qui, selon les autorités, aurait volontairement ciblé les victimes parce qu'elles étaient musulmanes. Je fais le point avec notre correspondante à Toronto, Juliane Lamoureux. Juliane, les autorités ont fait le point. Qu'est-ce qu'on sait donc sur ce drame? Alors, effectivement, on en sait plus aujourd'hui, Jean-Sébastien, qu'on en savait hier soir, parce qu'on croyait hier soir que c'était un accident. C'était déjà horrible parce qu'on savait qu'il y a un véhicule qui avait happé une famille de 5 piétons, 3 générations de gens qui se promenaient, qui prenaient une marche à London. London, pour vous donner une idée, Jean-Sébastien, c'est environ à 200 km au sud-ouest de Toronto. Et on apprenait donc, après l'accident, qu'il y a 2 femmes, une femme de 74 ans, une femme de 44 ans, un homme de 46 ans, une adolescente de 15 ans qui ont tous été tués. Et il y a un garçon de 9 ans qui est à l'hôpital où il soigne des blessures graves. Et aujourd'hui, les policiers ont annoncé en fin d'après-midi que l'enquête jusqu'ici laisse croire qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais bien d'un acte délibéré, un acte islamophobe. Le suspect est un homme de 20 ans. Il s'appelle Nathaniel Veltman. Il est de London. Les policiers ne savent pas à ce moment-ci s'il est affilié à un groupe, mais il n'a pas de casier judiciaire. Il a été arrêté et fait maintenant face à 4 chefs d'accusation de meurtre prémédité et un chef de tentative de meurtre. Voici le détective de la police locale, Paul Waite. There is evidence that this was a planned, premeditated act motivated by hate. It is believed that these victims were targeted because they were Muslim. Nous avons des preuves selon lesquelles il s'agit d'un acte planifié, prémédité, motivé par la haine, dit-il. Nous croyons que les victimes ont été ciblées parce qu'elles étaient musulmanes. Évidemment, c'est le choc à London, en Ontario, et bien sûr au sein de la communauté musulmane. Absolument, Jean-Sébastien. Tout le monde est bouleversé. L'Association musulmane du Canada demande que ce soit traité comme un acte terroriste en disant que depuis l'attaque de la mosquée de Québec en janvier 2017, les crimes haineux sont en hausse et que les législateurs doivent absolument renforcer les lois pour mettre un frein à ce genre de crimes. La police de London n'a pas écarté la possibilité de porter des accusations de terrorisme non plus. Ça a été mentionné en conférence de presse. Le maire de London, Ed Holder, lui, a appelé ses concitoyens au calme. Il a demandé aux gens de faire preuve de compassion, d'humanité. Et voici, Jean-Sébastien, le message qu'il a lancé aux gens de la communauté musulmane de London. I want each of you to know that ours is a safe community. You should feel safe in London.
This is as much your home as it is mine. Je veux que vous sachiez que notre communauté est sécuritaire. Vous devriez vous sentir en sécurité à London, où vous êtes ici à la maison autant que je le suis, a-t-il dit. Il a d'ailleurs annoncé que les drapeaux à l'hôtel de ville seront en berne pour 3 jours. Et le premier ministre Doug Ford a lui aussi réagi. Oui, sur Twitter, il a écrit que la haine, l'islamophobie n'ont pas leur place en Ontario. Justice devra être rendue. Mes pensées et mes prières sont avec les familles, avec les amis des victimes. De tels actes de violence doivent cesser, a-t-il écrit. Et des messages comme celui-là, ça continue de pleuvoir sur Twitter de tous les partis politiques. Tout le monde est touché par ce qui se passe. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, vient de réagir aussi en disant être horrifié. Il écrit aux proches des personnes terrorisées par l'acte de haine d'hier, on est là pour vous. On est aussi de tout cœur avec l'enfant qui est toujours à l'hôpital et on pense à lui pendant son rétablissement. À la communauté musulmane de London et aux musulmanes de tout le pays, sachez que nous sommes à vos côtés. Alors, c'est le choc, c'est la consternation partout, Jean-Sébastien. Et pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Les policiers demandent d'ailleurs à toute personne qui aurait des informations en lien avec ce drame de se manifester. Merci beaucoup, Juliane. Je vous en prie. Notre correspondante à Toronto, Juliane Lamoureux. Au Nouveau-Brunswick, les services des poursuites publiques du cabinet du procureur général de la province ont annoncé en fin de journée qu'aucune accusation criminelle ne sera portée contre le policier qui a abattu Chantel Moore à Edmundston en juin de l'an dernier. On soutient que le policier appelé au domicile de la jeune femme autochtone pour une vérification de bien-être a agi de façon raisonnable face à une potentielle menace de mort. L'examen des preuves recueillies par le Bureau des enquêtes indépendantes aurait permis à la Couronne d'en arriver à cette conclusion. Par ailleurs, une enquête du coroner sur la mort de Chantel Moore devrait débuter le 6 décembre prochain. Une réaction à cette annonce est attendue demain de la part de la famille de Mme Moore. Sur le front diplomatique, les démarches récentes entreprises par le Canada pour faire libérer Michael Spavor et Michael Kovrig, tous deux emprisonnés en Chine depuis plus de 2 ans maintenant, quelques 2 ans et demi, suscitent un certain espoir au pays. Les 2 Canadiens ont été arrêtés, c'était en décembre 2018, quelques jours après l'arrestation à Vancouver de la directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei, Meng Wanzhou. Notre journaliste Estelle Côté-Sroka est à Ottawa. Estelle, plusieurs rencontres stratégiques, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, plusieurs rencontres stratégiques ont eu lieu. Voilà l'ambassadeur canadien en Chine qui s'est rendu même aux États-Unis dans les dernières semaines pour trouver un terrain d'entente pouvant mener à la libération des 2 Michael. Parmi les options sur la table, il y a cette possibilité de négocier un accord de réparation avec le géant chinois Huawei si la compagnie acceptait de verser une amende à Washington et que sa dirigeante Meng Wanzhou reconnaissait ses torts. Eh bien, les États-Unis pourraient retirer leur demande d'extradition qui vise Meng Wanzhou. Cela lui permettrait donc de rentrer en Chine et ça pourrait potentiellement ouvrir la porte à la libération de Michael Spavor et de Michael Kovrig. Mais Justin Trudeau, le premier ministre, est très prudent pour le moment. La dernière fois qu'il a commenté ce dossier, c'était vendredi. Il a souligné que rien n'avançait et cette déclaration, elle a été faite après cette ronde de négociation de l'ambassadeur canadien aux États-Unis. Et là-dessus, je vous laisse entendre l'ex-ambassadeur canadien en Chine, Guy Saint-Jacques, qui lui croit que la solution doit inévitablement venir de Washington dans ce dossier. On ne peut pas s'attendre à de compromis de la part du régime de Xi Jinping. Si on vise une solution à court terme, ça doit venir nécessairement de Washington et la clé, c'est peut-être de laisser tomber certaines des accusations contre Mme Meng et essayer de négocier quelque chose où elle accepterait une part de responsabilité, mais sans qu'il y ait de conséquences pour elle à long terme. Estelle, comment la négociation d'un accord de réparation avec le géant chinois pourrait-il mener à la libération des 2 Canadiens? C'est là la grande question parce que l'entente, si elle est négociée, serait entre les États-Unis et la compagnie Huawei. La Chine, le pays, ne serait donc pas contraint juridiquement de libérer les 2 Michael. Voici la professeure agrégée à la faculté de droit à l'Université d'Ottawa, Jennifer Quaid. C'est ça le pari et c'est ça le danger. La Chine ne sera aucunement obligée ou liée par la conclusion d'un accord de réparation et un accord de réparation ne pourrait pas porter sur une question de souveraineté étatique, qui est essentiellement le pouvoir d'arrêter et de détenir des personnes qui ont commis des crimes dans le pays. Bon, on entendait M. Trudeau en manchette, là. Lui, il se fait très prudent là, pour quand même contenir les attentes, mais la famille de Michael Kovrig fonde beaucoup d'espoir là, sur le sommet du G7 qui aura lieu dans quelques jours.
Nous avons parlé à Vina Najiboula, c'est la conjointe de Michael Kovrig. Elle affirme que lui continue de garder le moral, il voit la lumière au bout du tunnel, mais la famille est épuisée par toute cette affaire. Elle souhaite donc maintenant que Justin Trudeau fasse preuve de leadership, que des actions immédiates soient prises pour débloquer l'impasse. Vina Najiboula croit donc que le sommet du G7 est l'occasion parfaite pour faire bouger les choses. Justin Trudeau y sera en personne. Il aura également une première rencontre bilatérale en tête-à-tête avec le président américain Joe Biden. L'ex-ambassadeur Guy Saint-Jacques est d'avis également que les leaders du G7 auront un rôle clé à jouer dans ce dossier. Ça pourrait prendre la forme, par exemple, où les leaders du G7 s'entendraient pour que personne ne rencontre Xi Jinping tant qu'il n'y aura pas d'enquête officielle sur le génocide au Xinjiang. Il faudrait aussi que tout le monde s'entende pour qu'il n'y ait pas de délégation officielle qui aille à l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin pour envoyer le message à la Chine qu'on ne va plus tolérer son comportement autoritaire et son comportement de voyou. Chose certaine, c'est que c'est un différend commercial et diplomatique qui ne sera pas facile à résoudre. Merci beaucoup, Estelle. Au revoir. Notre journaliste Estelle Côté-Sroka à Ottawa. Vous écoutez Jean-Sébastien Bernatchez et son équipe sur ICI Radio-Canada Première. Moins de 200 nouveaux cas de COVID-19 au Québec, moins de 600 en Ontario. Les vagues récentes qui continuent de se résorber en Nouvelle-Écosse et au Manitoba, vous constaterez en consultant notre page Internet sur les cas en temps réel que les choses continuent de s'améliorer. Le Québec a d'ailleurs franchi aujourd'hui une étape de plus dans le processus de déconfinement. Il n'y a plus aucune région en zone rouge, le palier d'alerte maximale. J'en parle avec Alexandre Duval, notre journaliste à Québec. Alexandre, cette disparition du rouge, c'était très attendu, notamment à Montréal. À Montréal et à Laval aussi, qui étaient les dernières régions, à part quelques MRC, je vous rappelle, à être encore en zone rouge depuis la fin du mois de mai. Ça veut dire que dès aujourd'hui, ce sont plus de 2,5 millions de Québécois dans ces régions-là qui vont avoir un petit peu plus de liberté. Ça veut dire, entre autres, pouvoir se rassembler en petits groupes de 8 sur un balcon extérieur ou un terrain privé, aller au gym, fréquenter les salles à manger des restaurants à raison de 2 adultes par table. Vous allez me dire, bon, c'est peut-être pas la mer à boire parce que dans d'autres régions, aujourd'hui, on a passé au jaune et même au vert au Québec, ce qui signifie qu'on ouvre la porte à de petits rassemblements à l'intérieur. Mais quand même, à Montréal, ce sont des allègements qui sont bien reçus. Je vous propose d'écouter Mélanie Blanchette, qui est copropriétaire du restaurant Bouillon Bilk, et Ariane Croteau, qui est superviseur de l'entraînement dans une succursale Énergie Cardio. Ce qu'on aime, c'est l'expérience globale. Donc, c'est certain que la salle à manger nous a beaucoup manqué. En cuisine, c'est des gens qui sont habitués de travailler sur des coups de feu, énormément d'adrénaline. Donc, on avait hâte de récupérer notre essence puis ce pourquoi on a décidé de faire ce métier-là, finalement. Le principal changement, en fait, qui a eu lieu depuis notre dernière fermeture, c'est que le masque est obligatoire, même sur les stations. Alors, nos clients doivent garder le masque sur leur appareil cardio pendant leur musculation. Par contre, ça se passe vraiment bien. Les clients comprennent que c'est une mesure temporaire. Bon, puis dans un instant, on va aller dans une région où on est maintenant en zone verte. Ça dit, c'était aussi une journée prometteuse pour les 80 ans et plus, Alexandre, les 80 ans et plus qui pouvaient devancer leur rendez-vous pour recevoir leur deuxième dose de vaccin, mais là, quand même, il y a eu quelques ratés. Le premier problème qu'on a eu aujourd'hui, c'est qu'on a appris ce matin que ce sont seulement les gens qui ont eu une première dose de Pfizer qui pouvaient essayer de devancer leur deuxième dose de vaccin. Donc, ça veut dire que ça laissait en plan les gens qui ont reçu une première dose de Moderna. Ces gens-là ne pouvaient pas tenter de devancer leur dose aujourd'hui. Et la raison est bien simple, c'est qu'on n'a pas les doses de Moderna nécessaires pour permettre ce devancement de deuxième dose. Alors, vraiment limité seulement aux gens qui ont reçu Pfizer en première dose pour l'instant. Le site Internet Clic Santé a aussi connu des ennuis. Il y a plusieurs personnes qui nous ont rapporté avoir essayé à plusieurs reprises de prendre un nouveau rendez-vous et à la fin du processus, on leur émettait un message d'erreur. La ligne téléphonique du gouvernement a aussi connu des ennuis cet après-midi. Alors, le ministère de la Santé reconnaît qu'il y a eu des défis techniques aujourd'hui, que des ajustements sont en cours, mais on espère que ça va se régler rapidement parce que dès demain, ce sera les 75 ans et plus qui pourront tenter de devancer leur deuxième dose de vaccin, les gens qui ont reçu une première dose de Pfizer, bien entendu. Et ça continue de diminuer par tranche de 5 ans chaque jour, là, l'âge minimal pour devancer une deuxième dose. Alors, c'est certain que ces bugs techniques-là ne pourront pas durer longtemps. Il y avait des heureux quand même, ce sont les jeunes, parce que la vaccination en milieu scolaire prenait son envol ce matin.
530 000 jeunes environ à travers le Québec qui sont touchés de 12 à 17 ans, qui devraient recevoir une première dose d'ici le 23 juin, soit dans une clinique mobile, soit dans un centre de vaccination auquel on les amène directement à bord d'un autobus de transport scolaire. À Québec, aujourd'hui, on attendait environ 1000 jeunes au centre de vaccination d'Expo-Cité, des jeunes qui semblaient bien heureux pour la plupart parce qu'il y avait un DJ qui jouait de la musique pour eux, un espace photo, des friandises glacées pour les récompenser de s'être fait vacciner. Alors, je vous propose d'en écouter deux d'entre eux, deux adolescents. On nous avait averti avant un peu que ça allait être comme un peu festif, là, fait que c'était dans les attentes, là, c'est bien. J'ai vraiment hâte que ça soit fini comme tout le monde. Là. Je pense que tout le monde est un peu écœuré. Fait que d'avoir notre première dose, ça veut dire que ça s'en vient comme vers la deuxième dose. Puis j'ai vraiment hâte. Là. Alors, toute une logistique avec le transport scolaire et à partir de demain, cette vaccination en milieu scolaire devrait s'accélérer à travers le Québec. Merci beaucoup, Alexandre. Au revoir. Notre journaliste Alexandre Duval. Et puis 4 régions donc désormais en zone verte au Québec et parmi elles l'Abitibi, Témiscamingue. Notre journaliste Annie-Claude Luneau est à Rouyn-Noranda. Concrètement, Annie-Claude, ça signifie des assouplissements pour les rassemblements? Oui, c'est vraiment ce qu'il y a de plus nouveau, si on veut, aujourd'hui. Donc, des rassemblements intérieurs et extérieurs de 10 personnes ou tous les membres de 3 familles. Donc, par exemple, s'il y a 3 familles de 4, on pourrait être 12, par exemple. Évidemment, la santé publique recommande toujours de faire des activités extérieures le plus possible. À l'intérieur, le port du masque demeure recommandé. C'est le cas aussi, d'ailleurs, dans les milieux de vie comme les résidences privées pour aînés ou les CHSLD. C'est le cas aussi dans les restaurants et les bars, donc cette espèce de règle là, du 10 personnes ou 3 familles. Et ça, c'est quand même un grand soulagement pour les restaurateurs de la région, parce que depuis quand même quelques semaines, ils pouvaient accueillir des membres de 2 familles, mais par exemple, si 2 amis étaient ensemble, c'était 2 personnes maximum, tandis que là, il pourrait y avoir 10 personnes par table, un retour des célébrations peut-être entre collègues, entre amis. J'ai rencontré aujourd'hui Charles Gabrise, il est gestionnaire du restaurant Le Pizzé à Rouyn-Noranda. On attend de revoir tous nos clients le plus tôt possible. Mais déjà, les clients revenaient parce qu'on est chanceux en Abitibi, puisqu'on était déjà dans des zones plus légères. Fait que les gens, ils vont venir. Les gens, qui vont venir, c'est d'après moi, c'est les gens de bureau, les collègues de travail qui ne pouvaient pas se mettre ensemble pour parler au dîner ou prendre un petit verre ensemble. Ça va faire un changement, d'après moi, assez radical. Mais Jean-Sébastien, ça ne fait pas que des heureux. Il y a entre autres des propriétaires de bars qui trouvent que c'est très difficile dans un bar de gérer que les gens demeurent assis à leur place. Souvent, quand il y a de l'alcool, les gens vont vouloir se rassembler un peu plus. C'est le cas du propriétaire du Diable Rond à Rouyn-Noranda, Marc Gagné, qui lui a même décidé de rester fermé jusqu'à ce qu'il y ait de nouveaux assouplissements. Et moi, quand j'arrive à une lumière rouge qui tombe verte, j'avance. Si on est vert, là, moi, j'enlèverais tout, sauf les masques puis le lavage des mains. That's it. Moi, 110 personnes là, à contrôler, là, c'est pas évident. Parlons de sport maintenant. Le fait de passer au vert en Abitibi-Témiscamingue, ça offre plus de possibilités pour les fédérations sportives, Annie-Claude? Oui, ils peuvent être 50 sur le terrain de soccer ou de football, par exemple. Ça permet aussi aux spectateurs de revenir, donc les parents vont pouvoir voir leurs enfants. Et surtout, ça permet le retour des ligues interrégionales à voir des compétiteurs plutôt que seulement ses camarades de classe, par exemple. Donc ça aussi, c'était une bonne nouvelle pour les fédérations sportives aujourd'hui. Écoutons Sanéo Thioub, il est directeur technique du club de soccer Boréal de Rouyn-Noranda. Ils ont été patients, très, très patients. Parce que ça fait déjà quelques mois, malheureusement, qu'on attendait ce jour-là. Et ça vient, et ça tombe tellement à pic parce qu'on commence également nos catégories plus jeunes cette semaine. Donc ça tombe, je pense, à pic. Et puis tant mieux pour nous, tant mieux pour les jeunes et tant mieux pour le soccer. Et puis un mot en terminant sur les milieux de travail. Oui, parce qu'aujourd'hui, la CNESST a revu un peu ses mesures et on va le faire par palier. C'est la première fois qu'on le fait de cette façon-là. Et dans les zones jaunes et vertes, le port du masque en tout temps ne sera plus obligatoire s'il y a une barrière physique comme un plexiglas ou encore si la distanciation de 2 mètres est respectée, on pourra enlever le masque. Merci beaucoup, Annie-Claude. Merci, au revoir. Notre journaliste Annie-Claude Luneau à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. On
Au Nouveau-Brunswick, les autorités ont décidé de ne pas assouplir les restrictions aux frontières comme prévu parce que la province n'a pas réussi à atteindre l'objectif d'une dose administrée à au moins 75 % de la population en âge d'être vaccinée. Malgré cela, le premier ministre Blaine Higgs demeure confiant de recevoir des touristes de partout au pays à compter du 1er juillet. Reportage de notre correspondante en Atlantique, Maude Montembeault. Avec une température ressentie de 38 degrés, la plage à Boiteau de Cap-Pelé s'est vite remplie lundi après-midi. Parmi les baigneurs, Étienne Bélanger et Isabelle Lavallée, deux amis d'enfance, tous les deux âgés de 18 ans. Un peu de retour à normal, tu sais. On voit pas beaucoup de monde avec des masques. Je sais pas si c'est obligatoire ou pas, mais nous autres, on en a pas profité. Puis, tu sais... Juste voir qu'il y a comme grosse gang, qu'on peut ça comme public, de nouveau, comme... Pour un bon bout, c'était juste comme 50 maximum. On est beaucoup plus que 50, là. L'arrivée hâtive de la chaleur accablante est au cœur des discussions, beaucoup plus que la cible ratée de vaccination de la province. Si Étienne a reçu sa première dose, Isabelle, elle, hésite. Elle craint les effets secondaires. Tu sais, je vois qu'il y a comme personne qui a tombé malade, là. So, je vais parler comme bouquet, là, c'était moi ici. C'est aujourd'hui que les Canadiens de l'île du Prince-Édouard, de Terre-Neuve et Labrador, ainsi que des MRC d'Avignon et Témiscouata au Québec, auraient pu aller au Nouveau-Brunswick sans isolement de 14 jours. Mais la cible de 75 % fixée par la province n'est pas atteinte. Pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès attribuables au virus, il faut vacciner au moins les 3/4 de la population. Si nous n'atteignons pas cette cible, nous courons le risque inacceptable de réanimer ce virus. À l'heure actuelle, 70 % des Néo-Brunswickois ont reçu leur première dose du vaccin. À ce rythme, ce n'est que vers la fin de la semaine que les premières mesures du plan de déconfinement pourraient se concrétiser. Ce n'est pas le temps de se discourager. Il faut maintenant rappeler aux personnes qui nous entourent et qui n'ont pas encore pris le rendez-vous pour le vaccin que c'est important de se faire vacciner. Blaine Higgs martèle le même message. Il encourage la population à se faire vacciner. Le Nouveau-Brunswick a mis sur pied des cliniques avec et sans rendez-vous. Le premier ministre réfléchit à d'autres initiatives pour convaincre ceux qui hésitent. Pour travailler. Nous autres, on a gradué l'année passée, so on a perdu comme half de l'année. Voyager, c'est l'argument massu pour Isabelle. Et pour les voyageurs canadiens qui souhaitent aussi se prélasser sur les plages du Nouveau-Brunswick, le premier ministre se dit toujours confiant d'ouvrir ses frontières à tous les Canadiens le 1er juillet. C'était un reportage de Maude Montembeault à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Avenir dans l'émission. Also ich muss sagen, als diese Verlautbarung aus dem Vatikan kam... Une directive récente du Vatican qui interdit de bénir les unions entre personnes du même sexe a été très mal reçue par une partie du clergé en Allemagne, au point où une centaine de prêtres ont décidé de faire exactement le contraire et de poursuivre les bénédictions de couples homosexuels. S'il fait très chaud dans l'est du Canada ces jours-ci, en Australie, c'est l'hiver qui, par le jeu des latitudes, commence. Une saison qui n'a toutefois pas les rigueurs de nos hivers, mais quand même. Et tandis qu'on déconfine petit à petit chez nous, un 4e confinement a été décrété à la fin mai dans l'État de Victoria, où se trouve la ville de Melbourne, dans le sud-est du pays. La pandémie, pourtant, a pu être largement contenue en Australie avec seulement 2 vagues, une au tout début, en mars-avril 2020, puis de fin juin à début octobre dernier. Il n'y a presque plus eu de décès depuis. Alors, que se passe-t-il maintenant? Grégory Pless est journaliste indépendant à Sydney, où je le joins. C'est déjà mardi matin là-bas. Grégory, qu'est-ce qui a mené à l'imposition de ce 4e confinement dans l'État de Victoria et à sa prolongation, parce que je comprends qu'il est toujours en vigueur? Oui, bonjour Jean-Sébastien. Effectivement, on est dans la 2e semaine de ce confinement, le 4e pour les gens qui habitent dans l'État du Victoria. Ils sont quand même 6,5 millions. Il devrait théoriquement être levé ce jeudi, mais eh bien, les autorités elles ont prévenu plusieurs fois, décider du contraire à la dernière minute. Ça dépend des chiffres qui sont recensés chaque jour dans cet État. Et pour revenir à votre question initiale, qu'est-ce qui l'a déclenché? Eh bien,
Je vous rappelle qu'en Australie, en fait, la stratégie qui a été adoptée par rapport au coronavirus, c'est celle du zéro Covid. En anglais, ils disent go early, go hard. Et donc, comme en Nouvelle-Zélande, même pour 2 ou 3 cas de coronavirus, on n'hésite pas à prendre des mesures très fortes et très restrictives, comme par exemple le confinement. Sur celui-ci et ce nouveau foyer épidémique, ce qui inquiète particulièrement les autorités, c'est que on recense actuellement une centaine de cas actifs dans tout l'État. Donc, comparé à ce qu'on a pu voir effectivement au Canada ou en Europe, c'est pas grand-chose, mais ça suffit en Australie pour réagir. Ce qui inquiète beaucoup les autorités sur ce foyer épidémique, c'est que parmi tous ces cas, il y en a une quinzaine qui sont porteurs du fameux variant D, très contagieux et qui jusqu'à présent n'avaient absolument pas touché l'Australie. Et l'autre facteur d'inquiétude, c'est que non seulement il y a des gens qui sont porteurs de ce variant, mais c'est aussi que pour l'instant, les autorités sanitaires sur place n'ont pas réussi à en sourcer l'origine. On ne sait pas comment les gens qui l'ont attrapé, l'ont attrapé. Ouais, ce variant D, là, c'est le variant Delta qui a d'abord été identifié en Inde, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est ça. Puis il y a des mesures aussi très strictes qui avaient été adoptées par le gouvernement pour, entre autres, on avait suspendu tous les vols en provenance de l'Inde. Je crois que c'était à la fin avril. Même les ressortissants australiens n'avaient plus le droit de rentrer dans leur pays à partir de l'Inde sous peine de fortes amendes et d'emprisonnement. Oui, ça avait choqué un peu tout le monde à travers la planète. Effectivement, 5 ans de prison et jusqu'à 60 000 $ australiens d'amende pour tout Australien se trouvant en Inde qui tentait de rentrer en Australie. Il faut savoir que le droit de retourner dans son pays, c'est un droit protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et sur cette question précise, le gouvernement australien a choisi d'absolument pas ne l'appliquer. Alors depuis, ces peines, elles ont été levées. C'est une mesure qui a été appliquée seulement pendant 15 jours. En revanche, les vols entre l'Inde et l'Australie sont toujours suspendus. Il n'y en a aucun. Et donc, pour les personnes qui se trouvent sur place, on estime qu'il y a environ 9 000 Australiens actuellement en Inde. Ils ont toutes les peines du monde à rentrer chez eux puisque très peu de vols de rapatriement ont été mis en place et en parallèle, il n'y a plus de vols commerciaux qui assurent la desserte entre les deux pays. Alors, si on revient à la situation en Australie elle-même, donc confinement dans l'État de Victoria, comment les gens vivent-ils ça quand ils se comparent à ce que vivent les gens des autres États? Par exemple, vous êtes à Sydney, un peu au nord, la situation est bien différente, là. Oui, effectivement, sur place, il y a beaucoup... les gens sont un peu abattus. Comme on le disait, c'est le 4e en un an et demi. Aucune autre ville, aucun autre État en Australie n'a été à ce point frappé par des restrictions liées au coronavirus. Donc, non, les gens sont évidemment en colère. C'est très difficile pour eux. En même temps, les Australiens, dans l'ensemble, restent extrêmement obéissants. Et du coup, depuis que ce confinement a été décrété, à Melbourne, comme dans le reste du Victoria, les rues sont effectivement désertes. Et les rares gens qu'on y croise ont tous une raison valable d'être dehors. Quelques-uns des motifs essentiels qui ont été listés par les autorités, faire ses courses, aller chez le médecin, faire 1 heure d'exercice par jour. Et en dehors de ça, les gens acceptent les dents serrées, les conditions actuelles et restent chez eux. C'est ça. Et l'essentiel des cas, enfin, je crois les 3 quarts, la grande majorité des cas, c'était dans cet État-là. Les choses ont été beaucoup plus calmes dans les autres États de l'Australie. Terminons avec la vaccination. Où en êtes-vous en Australie avec la vaccination? Alors, c'est vraiment là que le bas blesse. Jusqu'à présent, l'Australie avait été saluée à l'international pour sa très bonne gestion du coronavirus. Depuis la vaccination, elle a démarré il y a maintenant plus de 3 mois. On a toujours moins de 3% de la population adulte qui a été vaccinée. C'est extrêmement faible. Et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, le fait que le gouvernement, quand il s'agit des vaccins, a quasiment tout misé sur AstraZeneca. Et puis, il y a quelques semaines, il y a eu ces cas de thrombose et de caillots sanguins qui ont été détectés un peu partout dans le monde, qui restent infinitésimaux par rapport au nombre de doses administrées. Mais le gouvernement a décidé du jour au lendemain que ce vaccin, sur lequel donc il avait quasiment tout misé, il ne sera administré qu'aux personnes de plus de 50 ans. Et puis, les autres, pour l'instant, le seul autre accessible en Australie, c'est Pfizer, mais en nombre assez réduit. Et puis à ça s'ajoute le fait que le gouvernement lui-même, le Premier ministre Scott Morrison notamment, quand la campagne a commencé, n'a pas arrêté de répéter à la télé, dans des conférences de presse, que la vaccination, c'était pas une course, qu'il n'y avait aucune raison de se presser. Et du coup, les Australiens, qui par ailleurs se rendent bien compte que le pays s'en est sorti beaucoup mieux que beaucoup d'autres dans le monde, se sont dit pourquoi est-ce que je me jetterais sur un vaccin
alors qu'au final, il y a quasiment plus de transmission du virus dans le pays et que les risques sont très faibles. Et maintenant, avec l'apparition de ce nouveau foyer épidémique à Melbourne, c'est à nouveau la course. Les gens se rendent compte que finalement, il aurait peut-être fallu se vacciner. Alors, on commence un petit peu à rattraper le retard, mais le fait est qu'actuellement, le rythme de la vaccination en Australie est l'un des plus lents au monde. Merci beaucoup, Grégory. Bon mardi à vous. Merci, Jean-Sébastien. Très bonne fin de journée à vous. Grégory Pless, journaliste indépendant, il nous parlait de Sydney, en Australie. On va aussi vous parler un peu de la pandémie au Mexique dans un cadre électoral, puisque les électeurs là-bas se rendaient aux urnes. Élection de mi-mandat au Mexique qui, un peu comme aux États-Unis, servent à renouveler une bonne partie de la législature. En fait, là, c'était plus qu'une bonne partie. La totalité des 500 sièges de députés devait être renouvelée pour des mandats de 3 ans. Le président, lui, il est élu pour 6 ans. On a aussi renouvelé la moitié environ des postes de gouverneur dans les 31 États du Mexique, plus quelque chose comme 20 000 sièges locaux et régionaux. C'est un test important pour le président Andrés Manuel López Obrador, qu'on appelle AMLO, dont le mouvement de gauche, le mouvement Morena, mouvement pour la régénération nationale, détenait la majorité absolue à la Chambre des députés. J'en parle avec notre analyste aux affaires internationales, François Brousseau. Mais cette majorité absolue, elle a été perdue, François. Doit-on en déduire que les Mexicains souhaitent limiter les pouvoirs de leur président? Justement, l'analyse qu'on lit ce matin dans la presse libérale à Mexico, genre El Financiero, qui écrit, par exemple, que, je cite, « Pour les Mexicains, le président ne doit pas concentrer tous les pouvoirs », même si, à l'inverse, un journal de gauche comme La Jornada écrit qu'AMLO et son parti, avec environ quand même 40 % des sièges au Parlement et une première place, restent populaires dans l'électorat pauvre en particulier. Avec ses deux alliés au Parlement, les Verts qui font une percée et le Petit Parti des travailleurs, il va conserver la majorité absolue au Parlement. Ce qu'il n'obtient pas, cependant, objectif raté, c'est la majorité des 2/3 avec ses alliés, ce qui pourra bloquer certains projets, comme par exemple la refonte du système de justice ou la renationalisation du secteur énergétique très, très cher à AMLO. Quelle influence la pandémie de COVID-19 a-t-elle eu sur le vote? Bon, alors d'abord, du point de vue de la mobilisation aux urnes, la COVID n'a pas freiné le vote. D'ailleurs, on le voit un peu partout maintenant depuis quelques mois. Les calendriers électoraux ne sont plus perturbés par la pandémie. On prend des mesures, des précautions, on organise le vote et les gens viennent. Alors, au Mexique, les taux de participation à mi-mandat, c'est d'habitude bas, sous les 50 %, même 40 %. Or, hier, 52 % et les médias écrivent ce matin que c'est un fort taux de participation. Maintenant, sur la gestion, la question politique, partons de la gestion de la pandémie. Le président a été critiqué, surtout dans la première phase, au printemps, l'été de l'année dernière, où, un peu comme Bolsonaro au Brésil, AMLO avait minimisé la gravité de la chose et même proposé dans ses fameuses conférences de presse quotidiennes des remèdes alternatifs qui ne faisaient pas toujours très sérieux, avec en plus son petit côté macho qui sait tout. Mais les autorités publiques, au moins dans certaines villes ou régions, ont mieux pris les choses en main indépendamment du président. Et là, la deuxième vague retombe. On vaccine, on est à peu près à 20 % au Mexique en ce début juin. Et finalement, dans le jugement du peuple sur AMLO, l'aspect pandémie, je crois, n'a pas trop joué. Son parti a cependant mordu la poussière à Mexico. Oui, dans la capitale fédérale. Et aussi, par exemple, dans un État économiquement puissant comme le Nuevo León, capitale Monterrey, qui est une grande ville économique. Là, il semble que les classes moyennes éduquées, mieux nanties, qui lui avaient donné une chance en 2018 en disant, bon, OK, lui, ça fait longtemps qu'il est dans le paysage, on va l'essayer cette fois-ci, eh bien, ils lui ont retiré 3 ans plus tard leur appui, ce qui peut expliquer cette chute moyenne de 10-12 % du vote Moreno par rapport aux 53 % qu'avait fait López Obrador en 2018. Alors, dans ces classes-là, oui, on peut lui avoir reproché son amateurisme et son indolence devant la pandémie et d'autres questions aussi. Il y a aussi eu la violence politique qui ne s'est pas démentie durant la campagne. Violence plus présente que jamais, contre laquelle López Obrador n'a au fond rien changé. Plusieurs épisodes horribles durant la campagne. Depuis 2 mois, selon les médias mexicains, 800 fusillades, des dizaines d'enlèvements, pas moins de 36 meurtres de candidats ou de proches de candidats, avec les menaces des cartels contre des candidats locaux en zone rurale, qui par exemple se disaient déterminés à lutter contre le crime organisé et qui l'ont payé de leur vie. Même hier, il y a eu au moins un incendie criminel dans un bureau de vote, donc le jour de l'élection. Donc, AMLO ou pas, on le voit, les fantômes et les problèmes structurels du Mexique sont toujours là. Bon, ça, c'est au Mexique. Vous nous avez parlé la semaine dernière d'une autre élection en Amérique latine, au Pérou, celle-là. Elle a eu lieu hier. C'était le second tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Bien, rapidement, eh bien, comme le disaient les tout derniers sondages, vous avez laissé là-dessus, c'est littéralement 50-50 sur le fil d'arrivée entre la conservatrice Keiko Fujimori, fille de l'ancien dictateur, toujours en prison, et Pedro Castillo, l'instituteur, la voix des pauvres des campagnes. Aux dernières nouvelles, il y avait 94 % des bulletins comptés, mais détail capital, les derniers à rentrer viennent justement de la campagne, ce qui fait que la dynamique ultime favorise Castillo, le candidat de la gauche, et les tout derniers chiffres en fin d'après-midi, avant de vous parler, 50,2 à Castillo, 49,8 à Fujimori. Alors, il faudra donc attendre encore un peu pour avoir une proclamation officielle dans un pays politiquement coupé en deux. Notre analyste François Brousseau. Merci, François. Au revoir, Jean-Sébastien. Toujours à l'international, un vent de révolte souffle en Allemagne au sein de l'Église catholique. Une centaine de prêtres défient ouvertement le Vatican en bénissant des couples homosexuels. Un mouvement de désobéissance qui a été lancé il y a un mois pour dénoncer une note doctrinale qui interdit ce type de bénédiction et dans laquelle note, on disait l'homosexualité, mais on qualifie ça de péché. Les prêtres rebelles espèrent ainsi obtenir un changement au sein de l'Église. Reportage en Allemagne de notre correspondante en Europe, Marie-Ève Bédard. L'Église catholique de Saint-Stéphane à Karlsruhe ne fait pas dans la discrétion en ce vendredi soir. Sur le parvis, un immense drapeau arc-en-ciel accueille les fidèles alors que musique pop et rock résonnent jusque dans la rue. À l'intérieur, les célébrants affichent les couleurs de la fierté gay jusque sur les masques qui recouvrent leur visage, pandémie oblige. Le message est explicite. Que vous soyez hétéro, gay ou autre, nous allons bénir votre union au sein de l'Église, peu importe ce qu'en dit le Vatican. Und immer geht es darum, diesen Satz: Liebe gewinnt. Après un sermon sur l'amour et la tolérance, le prêtre Johannes Treffert appelle les couples qu'il souhaite à avancer vers de petites tables recouvertes, elles aussi, du drapeau arc-en-ciel. Haben Sie einen besonderen Wunsch oder ein besonderes Anliegen? Matteo et Max, la jeune vingtaine, avancent en se tenant la main. Les fervents catholiques sont tirés à 4 épingles. Entourés de leurs amis proches, ils se présentent au prêtre Treffert pour qu'il puisse bénir leur couple. Max montre les alliances que les amoureux portent déjà à la main. Pour moi, c'est un pas dans la bonne direction. On a déjà franchi plusieurs étapes, plusieurs rituels, et de façon générale, c'est important de faire parler les actes. C'est un acte que nous faisons pour porter notre amour vers l'extérieur et pour se confirmer notre amour l'un à l'autre. Pour Matteo, c'est un important symbole. Pour moi, ce n'est pas si important que ce soit l'équivalent d'un mariage. Ça, je veux bien le laisser au couple hétéro. Mais au moins qu'il y ait une fête et qu'on dise, vous, en tant que catholique ou que chrétien, qui s'aiment, qui vivent et défendent la foi, vous êtes les bienvenus. Et tout comme n'importe quel couple hétéro, nous vous mettons sous la protection de Dieu. C'est au tour de Sabine et Bianca de remonter les rangées de fidèles vers l'avant. Visiblement émues, les deux femmes ont grandi dans la foi protestante. Depuis 4 ans, le couple peut légalement se marier civilement en Allemagne et adopter des enfants. Mais cette cérémonie, ce soir, apporte à leur union une dimension sacrée qui leur manquait, dit Bianca. Nous sommes toutes les deux très croyantes. La foi joue un rôle très important pour nous, même dans notre quotidien. Tous les hommes sont égaux devant Dieu, Dieu aime tout le monde de la même façon. Et comme nous voulons nous marier bientôt, pour nous, la bénédiction de l'Église est très importante. Ça devrait être une évidence que la foi et la sexualité ou l'homosexualité ne sont pas une contradiction. Wollen wir diese Vielfalt, diese Liebe ernst nehmen aus diesem Heiligen Geist? C'est loin d'être le cas à Rome. En mars, le Vatican a publié une note dans laquelle il réaffirme qu'il considère l'homosexualité comme un choix et un péché. La Congrégation pour la doctrine de la foi confirmait aussi l'impossibilité pour les couples de même sexe de recevoir le sacrement du mariage. Le prêtre Treffert, qui vient tout juste de bénir une dizaine de couples homosexuels, a été blessé par sa hiérarchie. Cette déclaration du Vatican a été pour moi très éprouvante. Ça a été un coup en plein visage. C'est une déception d'autant plus amère pour le jeune prêtre que le pape François a donné son assentiment à la déclaration de la congrégation. Quand on l'avait interrogé sur le thème de l'homosexualité, il avait dit « Qui suis-je pour juger cela ?» Et pour moi, c'était une phrase très marquante qui montrait sa compréhension du sujet.
Et je trouvais cela très bien car aucun homme n'a le droit de juger les autres. Si quiconque peut le faire, c'est Dieu. Et ce n'est pas notre devoir. Et malheureusement, l'Église a beaucoup trop souvent jugé les hommes. Johannes Treffert l'a ressenti comme une trahison et un affront à ses valeurs d'inclusion. L'effet de douche froide a entraîné une riposte immédiate partout en Allemagne. Lui et quelques 2600 prêtres ont signé une pétition pour dénoncer la position du Vatican. Dans la foulée de cette fronde, plus d'une centaine d'églises ont commencé à organiser des cérémonies de bénédiction publique pour les couples homosexuels. J'ai promis à l'Église de travailler en son sein, de m'y intégrer. J'ai promis à l'évêque de collaborer, de travailler ensemble. Mais au-delà de tout cela, il y a ma propre conscience, ma propre foi. Et là, je dois dire, pour moi, j'ai atteint un point où je me dis, je ne peux pas faire autrement. Si l'évêque me demandait de choisir, c'est ça ou ça, eh bien, probablement, j'en arriverai au point où je ne pourrai plus travailler pour cette Église. C'est en distribuant des glaces aux participants du Christopher Street Day, le défilé de la fierté LGBTQ ici, que le prêtre offre ses réflexions. L'Église catholique allemande a perdu 2 millions de fidèles ces 10 dernières années. Secouée par de nombreuses révélations de scandales d'abus sexuels sur des mineurs, elle peine à se réformer, mais elle a assez perdu de temps, croit-il. Je pense que c'est notre dernière chance pour rester aujourd'hui encore un peu crédible. Et tous ces scandales, ils sont terribles. Je crois que l'Église catholique contient une immense diversité et beaucoup de trésors qu'elle ne sait plus très bien transmettre. Je crois que le contenu est très bon, mais l'emballage est vieilli et nous devrons le changer. Moi, personnellement, je ne souhaite pas arrêter ni me laisser prendre cette Église, parce que je dis, c'est mon Église. C'est aussi l'Église de Max et Matteo, une Église qui a bercé leur enfance et qui transpire dans tous les recoins de l'appartement que le jeune couple partage, jusqu'au crucifix qui coiffe leur lit. Je pourrais décider de quitter l'Église, rien ne m'en empêche. Mais je trouve important qu'ensemble, on travaille à faire avancer les choses, qu'on se demande quels sont nos points communs, et la réponse, c'est notre foi. La foi en Dieu, mais aussi la foi qu'avec encore de la patience, l'être humain saura triompher sur les institutions et que, comme le veut le slogan de la rébellion des prêtres ici, que l'amour l'emportera. It's a new day. It's a new life. C'était un reportage de Marie-Ève Bédard, en Allemagne. Revenons chez nous. Les entreprises de services entrevoient peu à peu le jour où leurs employés pourront revenir au bureau après plus d'une année de télétravail. Mais chez les deux agences de communication marketing les plus en vue à Montréal, l'environnement de travail ne sera plus jamais le même. La pandémie aura été une occasion de redéfinir le travail et son environnement. Voici ce que nous a préparé notre journaliste à l'économie, Mathieu Dion. Encore quelques travaux de finition et l'agence de communication marketing LG2 sera prête à accueillir ses 260 employés dans ses nouveaux bureaux du Technopole Angus à Montréal, une fois les restrictions sanitaires levées. Mais à la demande du chef de la direction, Claude Auchu, les plans présentés avant la pandémie ne sont plus les mêmes. Visiblement, on s'est rendu compte que l'après n'a plus pour être pareil. Et donc, je me souviens très bien, j'ai donné un brief à Hélène. Il faut qu'on revoie nos plans. Et il faut que ça réponde à un objectif. Pourquoi les employés vont revenir au bureau? Parce que là, on le voit, là, ça marche. Le monde peut travailler de chez eux. Le télétravail a convaincu LG2 de diminuer les espaces envisagés de 45 000 à 40 000 pieds carrés. Son usage a aussi été repensé pour éliminer les bureaux assignés. Bien, en fait, avant la pandémie, l'organisation de l'espace était vraiment différente. Hélène Fortin est architecte chez LG2. C'est qu'on était vraiment divisé par groupe et expertise. C'était quand même un problème pour nous parce qu'on essaie de créer des équipes multidisciplinaires pour que notre produit soit meilleur. Donc,
Le fait d'arriver dans un espace comme ça, donc il n'y a pas d'espace assigné par employé, ça fait que les gens peuvent se regrouper. Les employés auront donc le choix de s'asseoir où bon leur semble selon l'ambiance du moment. Le hall d'entrée prend les allures d'un café. Dans la pièce principale, de grandes tables entourées de quelques chaises favoriseront la collaboration entre expertises. En périphérie, se trouvent des salles pour se réunir formellement, des petits locaux pour se concentrer ou s'isoler, des sofas pour se rencontrer en mode décontracté, des îlots pour faire des remue-ménages, ou derrière une impressionnante porte vitrée, une terrasse pour travailler au grand air. L'idée, c'est vraiment de répondre à tous les états d'esprit pour lesquels les gens vont se déplacer pour venir au bureau. Mais que faire des espaces restreints en temps de pandémie? Probablement qu'au jour 1 de l'intégration des bureaux, cet espace-là va être dédié probablement seulement à une personne, mais dans le futur, on va espérer qu'elle pourra accueillir 4 personnes comme auparavant. Autre agence, autre vision. Bienvenue chez WeWork au centre-ville, où l'agence Cossette, dirigée par Louis Duchesne, s'installera avec ses 300 employés à compter de décembre, un peu comme à l'hôtel, le temps d'un projet pilote. En fait, c'est une solution clé en main. Une solution clé en main qui nous est fournie par WeWork. La société new-yorkaise, qui tente de se remettre de difficultés financières, offre des espaces de bureaux inspirants, en tout inclus aux entreprises, partout sur la planète, à 4 endroits à Montréal. Ici aussi, il sera possible pour les employés de simplement choisir leur environnement en fonction du travail à accomplir lors de leur passage. On ne sait pas parfaitement, on ne peut pas prédire avec exactitude quelle sera la nouvelle réalité du travail. Face à l'incertitude et à l'engouement pour le travail à domicile, Cossette a ainsi préféré ne pas renouveler son bail actuel, abaisser de 40 % son empreinte immobilière à Montréal et miser sur la flexibilité de WeWork. Bref, réduire son risque. Flexibilité dans la durée qu'on va occuper ces locaux-là, flexibilité aussi dans l'espace dont on a besoin, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et conséquemment, on offrira énormément de flexibilité aussi à nos employés dans les horaires de travail, dans la façon d'organiser les tâches, dans les outils qu'on va leur offrir, les plateformes, les rituels qu'on met en place. C'est vraiment une évolution de l'ensemble de la façon dont on organise le travail. On s'aperçoit que ceux qui l'ont testé ont fait des mouvements avance-recul. Donc, l'histoire démontre, au dire de l'expert en aménagement de l'Université de Montréal, Jean-Philippe Méloche, que le télétravail finit toujours par devenir complémentaire au travail en présence. On peut parler de réduction, de transformation du travail, mais en même temps, il y a des fondamentaux qui vont rester là, dont la tâche probablement à des localisations centrales dans les centres-villes. C'est une belle façon de leur offrir une qualité de vie. Se diriger au bureau plutôt vers 10 heures, peut-être quitter le bureau à 14 heures pour compléter sa journée de travail à la maison, parce qu'on aura organisé nos tâches en conséquence. De quoi redonner foi à un retour à la vie progressif au cœur de la métropole. C'était un reportage de Mathieu Dion à Montréal. Aujourd'hui, sur les marchés. L'indice TSX de la Bourse de Toronto n'a à peu près pas bougé aujourd'hui, un gain de 6 points seulement, qui a tout de même permis au TSX de se maintenir au-dessus des 20 000 points pour une deuxième séance d'affilée à 20 036 points. À Wall Street, le Dow Jones a gagné 126 points, 0,4%. Le S&P 500 a perdu 3 points, 0,1%. Le Nasdaq, lui, a grimpé de 67 points, 0,5%. Pétrole, le brut léger américain a chuté de 39 cents à 69,23 $ le baril. Le dollar canadien était en hausse à 82 cents, 83 centièmes américains. Le Conference Board du Canada prévoit une croissance de 6,1 % du produit intérieur brut au pays cette année et de 3,5 % l'an prochain. Une croissance alimentée par la levée anticipée des restrictions dans la plupart des provinces, par les avancées des campagnes de vaccination et la hausse des dépenses des ménages qui devraient s'en suivre. Une croissance de 5,6 % est projetée pour le Québec et pour l'Ontario, mais la province qui devrait afficher le plus fort rebond, c'est l'Alberta, avec une augmentation de 7,2 % cette année, 5,6 % l'an prochain. Et sans surprise, quand on y pense, c'est la remontée des prix du pétrole qui devrait permettre à l'économie albertaine de se hisser en tête. Déjà, les cours du pétrole brut léger américain, là, je viens de vous le dire, 69,23 $, dépassent ceux d'avant la pandémie. Restons en Alberta pour une page d'histoire que l'on ne veut pas voir tomber dans l'oubli. Dans les années 40, la ville de Medicine Hat, dans le sud de la province, comptait quelques 9 000 habitants et plus de 12 000 prisonniers allemands.
dans ce qui était à l'époque là-bas un des 2 plus grands camps de prisonniers de guerre au pays, sujet devenu tabou après la guerre. Et ceux et celles qui en ont eu directement connaissance de ce camp, bien, ils disparaissent peu à peu. Et puis les jeunes résidents à Medicine Hat, eux, n'en ont jamais, pour bien d'entre eux, jamais entendu parler. Certains s'activent maintenant pour qu'il en aille autrement. C'est ce que nous raconte notre journaliste Mirna Djukic, qui est allée les rencontrer. Derrière les portes des archives du musée de l'Esplanade, les secrets du passé de Medicine Hat sont bien gardés. Niché parmi eux sur les étagères, un livre d'apparence ordinaire. Écrit à la main, plein de dessins représentant des tours de garde et des prisonniers, et un grand aigle sur la page d'en-tête. C'est le journal d'un des 12 500 prisonniers de guerre allemands du camp 132. So there's the name of the fellow Rudolf Faust. Rudolf Faust, un soldat capturé au front et envoyé à 2 pas d'ici dans un des 2 plus grands camps du genre au Canada. Entre 1943 et 1946, ce camp comptait plus de détenus que Medicine Hat n'avait d'habitants. I have also interviewed I don't know how many German prisoners of war. David Carter est un ancien président de l'Assemblée législative albertaine. Ce que les gens savent moins, c'est qu'il a aussi passé une bonne partie de sa vie à récolter des témoignages des prisonniers du camp 132. J'avais 8 ans en 1942. Je vivais à Regina et mon voisin me racontait qu'il s'en allait faire la construction à Medicine Hat et Lethbridge pour bâtir 2 grands camps pour les prisonniers de guerre allemands, qui avaient surtout été capturés en Afrique. Alors même à 8 ans, au milieu de la guerre, je me posais la question. Pourquoi on fait venir ces sales Allemands qui essaient de nous tuer? Pourquoi on les fait venir ici? C'est que le Royaume-Uni commençait à accumuler les prisonniers de guerre et à craindre qu'une seule attaque réussie de l'Allemagne suffise à libérer des dizaines de milliers de soldats ennemis en sol britannique. Il les a envoyés aux colonies, loin du front et préférablement au milieu de nulle part. Dont une dizaine de milliers ici, sur ce qui est aujourd'hui le terrain du Stampede de Medicine Hat. Surveillé par seulement 200 gardes, pour la plupart des vétérans de la Première Guerre, trop âgés pour retourner au front. Le Ryan Hall est un des 2 bâtiments du camp toujours intact. Il servait de salle de rassemblement et de gymnase. Sous la peinture turquoise écaillée aujourd'hui, on y voit encore le verre militaire d'origine. Entre les objets entreposés pour les festivités du Stampede, David Carter est fasciné par une colonne qui révèle une des vérités du camp. Un gros montant dépassait ici. Après l'avoir tué, ils étaient plusieurs à hisser le corps. Puis ils l'ont mis autour de son cou. C'était à peu près là. Un prisonnier, Gus Plasek, a été assassiné ici en juillet 1943. C'est que derrière les barbelés, les hauts gradés nazis continuaient de faire la loi et l'ordre. August Plasek était soupçonné de manquer de loyauté à Hitler. 1 an plus tard, un autre prisonnier a connu le même sort. Karl Hermann, un professeur, s'était mis la Gestapo à dos en lisant aux autres détenus des articles de journaux rapportant que l'Allemagne était en train de perdre la guerre. Sept détenus ont subi des procès en bonne et due forme pour ces meurtres. 5 ont été exécutés. Au moins 1 a été acquitté. Quand les jurés se rendaient à la cour, oui, il y avait des gens qui leur jetaient des tomates et qui criaient « Finissez-en avec ces sales nazis ». Get those dirty Nazis. Quand David Carter a emménagé à Medicine Hat dans les années 1950, le sujet était tabou. We don't talk about it. Et encore douloureux, a-t-il vite compris, pour une petite communauté qui était à ce moment-là largement composée d'immigrants d'origine allemande, parfois passés par l'Ukraine, installés ici avant la guerre. Quand la famille McKeag a construit sa maison de l'autre côté de la rue, en 1968, il y avait encore des tours de garde et du barbelé sur le terrain. Vicky McKeag savait très bien pourquoi. Mon grand-père, du côté de mon père, était gardien au camp. Il n'en a jamais vraiment parlé librement. Il reste peu de traces de son expérience, sinon une boîte à cigares et d'autres cadeaux fabriqués pour lui par des prisonniers.
Presque toutes les familles qui sont établies à Medicine Hat depuis des générations ont au moins une anecdote liée au camp 132, comme celle de Malcolm Sissons. Mon oncle a servi au jury pour le deuxième procès, mais j'en sais pas plus que ça. Sa famille a aussi côtoyé des prisonniers moins zélés qui travaillaient dans les champs et pour l'usine de briques. D'ailleurs, plusieurs de ceux-ci sont revenus après la fin de la guerre s'installer pour de bon en Alberta. Lorsqu'ils sont retournés en Allemagne, c'était pour trouver un pays détruit, sans beaucoup d'avenir à leur vie. Et leurs souvenirs de leur temps ici, ils étaient bien nourris quand même. Ils avaient connu des liens dans la communauté avec des fermiers ou d'autres, des industries locales. À partir des années 1970, l'industrie gazière de la ville s'est développée, la population a bondi grâce à l'affluence de nouveaux arrivants et le souvenir du camp s'est doucement estompé. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'entendais souvent l'allemand dans les magasins, mais la génération suivante ne voulait rien entendre de ça. Les gens voulaient oublier pas mal la douleur de la guerre. Le palais de justice, où les 7 hauts placés nazis ont été jugés, a été gardé presque intact. Il sert toujours. Une des baraques du camp est aujourd'hui un manège militaire. Le Rhine Hall, où Auguste Plasek a été pendu, sert de centre de foire l'été et d'entrepôt l'hiver. Les gens meurent. La génération suivante a beaucoup moins de connaissances de ce qui s'est passé. Et comme vous voyez ici, il ne reste presque plus rien de ce camp de prisonniers. Tout autour, c'est des voisinages, des maisons neuves et personne ne sait vraiment ce que c'était, ce bâtiment-là. Malcolm Sissons et d'autres résidents voudraient le faire désigner comme une ressource patrimoniale. Même si leurs ancêtres n'en parlaient pas beaucoup, pour la famille McKeag, il sera toujours important de transmettre cette histoire à la prochaine génération. On doit dire à nos enfants et nos petits-enfants ce qui s'est passé dans notre ville. Pour David Carter, l'histoire du camp 132 est unique. Même au milieu de la guerre, les prisonniers de Medicine Hat ont été traités avec une décence rarement vue ailleurs, même ceux qui ont été exécutés. Ils ont eu droit à de vrais enterrements militaires, avec leurs médailles et leurs uniformes. We need to indeed appreciate the fact that we're a democracy and we should treat each other with great decency. Dans une démocratie, on se respecte les uns les autres. Et ça, dit-il, c'est une leçon à ne pas oublier. C'était un reportage de Mirna Djukic à Medicine Hat, dans le sud de l'Alberta. Revenons dans l'est du pays. À Montréal, le Canadien pourrait balayer les Jets de Winnipeg dès ce soir et atteindre ainsi les demi-finales de la Coupe Stanley pour une première fois depuis 2014. Notre journaliste Alexandre Gascon est au Centre Bell. Ah ben voilà un scénario quand même, Alexandre, qui nous paraissait bien improbable il y a quelques jours à peine. Ouais, pas du tout envisageable. Même, je vous dirais, écoutez, le Canadien qui a vraiment puisé dans ses ressources pour éliminer les Leafs de Toronto. Rappelez-vous, les Leafs qui étaient en plein contrôle de la série, c'était 3-1 à l'époque, et Montréal qui est allé d'une remontée assez improbable. Et là, on pensait peut-être que le Canadien souffrirait d'avoir laissé pas mal d'énergie justement dans ce duel, tandis que les Jets de Winnipeg, eux, avaient facilement battu Edmonton en 4 rencontres. Alors on se disait, bon, ben, le repos sera une arme en faveur des Jets. C'est tout le contraire qui s'est produit. Le Canadien domine complètement cette série depuis le match numéro 1. Seulement 4 buts marqués en 3 rencontres pour Winnipeg. Ça va pas très bien. Et là, le CH vogue sur une séquence qui rappelle ses belles années en séries éliminatoires. Évidemment, vous vous en doutez, on s'est mis à faire toutes sortes de comparaisons avec 1993, entre autres, année de la dernière conquête de la Coupe du Canadien. L'une d'entre elles, Montréal, 6 victoires de suite présentement en séries éliminatoires. On n'a pas vu ça, donc, depuis 28 ans. Il y en a plusieurs des statistiques comme celle-là qui sont assez impressionnantes. Mais l'un dans l'autre, Montréal veut surtout, ce soir, c'est un voyage à Winnipeg pour le match numéro 5, mercredi. Alors, une victoire là, leur permettrait, à 20h, le match commence à 20h, d'éliminer, de balayer les Jets. Et puis, Dominique Ducharme disait, écoutez, peu importe le scénario, on est prêt à toute éventualité. On a de l'expérience maintenant, on l'écoute. On a appris beaucoup de notre première ronde. Autant ce sentiment d'urgence-là, on l'a amené de notre côté à chaque match. On veut encore pousser ça encore plus loin, puis on veut le contrôler dans toutes les situations, que ce soit par rapport à la pression, mais nous, on va en mettre encore plus qu'on en a mis hier.
Puis quand ils en mettent, on a des solutions pour s'en sortir. Alors, il y a un joueur important du tricolore qui n'a pas terminé le match hier soir, Jeff Petrie. En un mot, les nouvelles à son sujet, Alexandre? On le saura à l'échauffement, en fait. Donc, mystère pour l'instant. Est-ce qu'Alexander Romanov ou Xavier Ouellet pourraient prendre sa place? C'est possible, mais on en saura plus dans une demi-heure environ. Bon match, Alexandre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Notre journaliste Alexandre Gascon au Centre Bell à Montréal. Voilà, c'est ainsi que se termine notre Heure du Monde. Ici Jean-Sébastien Bernatchez. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Je vous invite comme toujours à rester des nôtres pour le bulletin de l'heure qui suit dans un instant. Votre sélection débutera après cette publicité. Ce qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. 3, 2, 1...